Comme en est un vignoble d'exception, ce n'est jamais le fruit du hasard. Chez Artémis Domaine, nous sommes convaincus que c'est le résultat d'une recherche permanente de l'excellence dans le plus grand respect du terroir et de l'environnement. Une quête exigeante, faite de doutes, de patience et de transmission. Celle des hommes et des femmes qui œuvrent chaque jour sur nos 9 domaines répartis entre Bordeaux, la Bourgogne, les Côtes-du-Rhône, la Champagne, la Californie et l'Oregon. Je suis Jérémy Kuckerman, directeur de la communication et de la RSE chez Artémis Domaine, et dans ce podcast, je vous propose de partir à la découverte de l'histoire de nos domaines en donnant de la voix à celles et ceux dont la vision, la passion et le savoir-faire en font des vignobles d'exception. Vous écoutez C'est notre domaine, et aujourd'hui, je vous emmène au Clos de Tart, à Moret-Saint-Denis, en Côte d'Or, l'un des terroirs les plus complexes de la Bourgogne, un joyau viticole fondé en 1141 qui regroupe 7,53 hectares d'un seul tenant, ce qui en fait le plus vaste monopole bourguignon classé en Grand Cru. Avec moi, celui qui dirige le domaine depuis 2019, Alessandro Noli. Bonjour Alessandro. Bonjour Jérémy. Alors Alessandro, avant de plonger dans l'univers du Clos de Tart, est-ce que tu peux, pour nos auditrices et nos auditeurs, nous dire qui tu es, nous raconter ton parcours, ton histoire et comment tu es arrivé au Clos de Tart en 2019. Avec grand plaisir. Alors c'est une histoire un peu atypique parce que rien ne me prédestinait à l'univers du vin au départ. Je suis né à Paris, mais j'ai grandi à Rome. J'étais au lycée français de Rome, lycée Chateaubriand. Et mes parents n'ont jamais travaillé, ni eu vraiment un rapport direct ou indirect d'ailleurs avec l'univers du vin, sauf acheter, goûter des bonnes bouteilles. Mais c'est ma grand-mère française, parisienne en l'occurrence, qui a déclenché en moi la curiosité du vin. J'étais assez jeune, 16, 17 ans, quand je venais en France la trouver. C'est une personne très bonne vivante, qui aimait les bonnes tables et les bons vins. Et c'est comme ça que je me suis approché et j'ai commencé à cultiver cette curiosité que j'ai par la suite nourrie avec des amis qui étudiants comme moi. Donc on se réunissait souvent autour, en mettant un peu d'argent et pour acheter des bouteilles à partager ensemble, en Italie notamment. Et c'est en nourrissant cette curiosité que une idée a fait surface dans ma tête de trouver un moyen, je ne savais pas lequel encore à l'époque, de travailler, de faire de cette passion mon métier. Je ne savais pas quand, comment, sous quelle forme. Et je ne trouvais pas cette solution. Donc, pour la faire quand même un peu courte, j'ai quitté le cabinet d'avocat d'affaires où je travaillais à Paris pour me réinscrire à l'université, pour suivre et me diplômer, avoir ce qu'on appelle un DNO, diplôme national d'œnologue, à Florence, en Italie. Non pas à Rome, parce que Rome, à l'époque, n'avait pas ce cursus de disponible. Bon, ça, c'est un peu le choix que j'ai fait. J'ai voulu suivre ma passion. Et voilà, donc ça, c'est déjà comment je suis arrivé dans l'univers du vin. J'ai eu la chance, juste après avoir discuté mon mémoire en biochimie dans le cadre du DNO, que François Pinault, qui était un des clients du cabinet où je travaillais à Paris, très généreusement m'a offert la possibilité d'avoir un stage à Château-Latour en 2006. Donc je me vois encore traversant le portail de Château-Latour en août 2006. Pas très longtemps, jusqu'en mars 2007. Parce que parallèlement, donc, quand je suis arrivé en août 2006 à Château-Latour, il y a eu l'acquisition en Bourgogne d'un domaine historique à Vaudreuil-Romanais, qui était le domaine René Angel. Et on m'a proposé de continuer mon stage, entre guillemets, en Bourgogne. Donc j'ai immédiatement accepté parce que le Pinot Noir est un de mes cépages, peut-être probablement mon cépage préféré, en rouge en tout cas. Et donc je suis parti, ravi d'y aller, au domaine qui est devenu le domaine d'Eugénie, donc qui a changé de nom, où j'ai passé 4 ans et demi. Et ensuite, en 2011, il y a eu un autre rachat de la part du groupe, Château-Grier, en Côtes-du-Rhône,
Et donc, je suis parti en Côte-du-Rhône, où j'ai passé 8 ans, donc de 2011 à 2018. 2018, c'est l'année où il y a eu l'acquisition du Clotard. Et donc, en 2019, enfin en fin 2018, j'ai eu la proposition de la part de Frédéric Angerer, qui est le directeur général d'Artémis Domaine, de prendre la responsabilité de ce domaine iconique et historique. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, nous expliquer ce qui fait du Clotard un lieu si spécifique, un terroir si différent? Tu l'as anticipé tout à l'heure, que le Clotard, il faut imaginer déjà l'endroit pour comprendre le terroir. Et on a un clos d'un seul tenant de 7 hectares et demi, ce qui est très gros, en tout cas pour la Bourgogne. Le Pinot Noir a, alors c'est pas le seul cépage, mais il a une spécificité elle n'a pas le monopole de cette spécificité, mais c'est quand même un cépage qui est très sensible au sol, au terroir. C'est un peu une loupe du terroir, plus, je dirais, que d'autres cépages. Donc, quand on considère un bloc de 7 hectares et demi, on comprend vite, en faisant la relation taille du domaine, type de cépage, à savoir Pinot Noir, qu'il peut y avoir beaucoup d'expressions très différentes au sein du Clotard, et qui ont fait, ce qui fait sa force, parce que ça en fait toute sa complexité finalement. C'est comme si on avait plein de petits microclimats internes au clos, avec des expressions très différentes, souvent même opposées. C'est-à-dire qu'on peut avoir des secteurs où le Pinot Noir exprime des vins tout en finesse, en délicatesse, en dentelle, tout en étant très profond. Et dans d'autres secteurs, à l'opposé, on va avoir des vins beaucoup plus structurants, magnifiques par ailleurs, mais qui vont apporter des choses totalement différentes à l'assemblage. Et entre ces deux extrêmes, on a toute une pluralité d'expressions du Pinot Noir différentes. Donc le fait d'avoir cette masse avec ces expressions très différentes les unes des autres, au moment où on les assemble, ça confère énormément de complexité au vin. Donc ça peut être du fruité, du floral, de l'épicé, de la structure, de la dentelle, un toucher de tanin différent avec des grains de tanin différents. Et donc on reconnaît le Clotard, justement, entre autres, par cette énorme complexité qu'il peut avoir et qui l'identifie finalement, plus qu'ailleurs, je pense. Et d'un point de vue historique, qu'est-ce qui fait que c'est un terroir assez particulier? Alors, le Clotard, justement, n'est pas seulement un terroir sous un point de vue viticole, on va dire. C'est quand même un lieu qui a été cultivé pendant des siècles. Les Bernardines, qui étaient des religieuses qui dépendaient des moines de Cîteaux, ont pu profiter de cet endroit très longtemps. On sait aujourd'hui qu'elles ont été propriétaires de ce clos de 1140 à la Révolution française. Donc ça nous dit déjà l'âge de ce clos, qui a au moins 9 siècles, qui préexistait à cette acquisition, qui s'appelait le clos de la Forge. Donc il y a vraiment une histoire très forte dans ce domaine. On le voit d'ailleurs non seulement au sein du clos, mais dans les bâtiments, dans les caves. L'historique est très présent et accompagne tous les opérateurs au long de l'année, tous les jours. On sent vraiment les vibrations de l'histoire dans cet endroit. Et une grande stabilité avec seulement 4 propriétaires. Voilà, énorme stabilité, que 4 propriétaires en 9 siècles, effectivement. Alors, comme tu le rappelais, donc en 2018, Artémis Domaine acquiert le Clotard. Oui. Tu arrives un an plus tard, en 2019. Quand tu arrives, quel est ton constat? Quelles sont les grandes décisions que tu vas prendre en tant que directeur du domaine, en concertation bien sûr avec Frédéric Angerer, directeur général Artémis Domaine? Mais le constat, c'était l'idée était de vraiment vouloir bien comprendre à fond, entrer un peu dans les entrailles de ce terroir pour mieux le comprendre. Et Frédéric Angerer, d'ailleurs, avait déjà organisé quelque part. Moi, quand je suis arrivé, c'était déjà pensé dans ce sens, pour qu'il y ait une cuve
pour chaque sous-secteur. Donc, on passait d'une cuverie de 8 cuves inox de 50 hectos à 15 cuves bois, en plus des 5 inox, de tailles différentes, de volumes différents. Donc, il y allait de 40 hectolitres les plus grandes à 20 hectolitres les plus petites, en passant par des cuves intermédiaires 25, 30, 35 hectolitres, qui étaient adaptées à la surface du secteur que la cuve devait venir par la suite recueillir. Et donc ça, c'est une approche très importante. Pour quelles raisons ? D'abord, il y a un gain en termes de précision. Quand on a 15 ou 16 aujourd'hui, on peut dire qu'il y a 16 sous-climats au sein du clotard. Quand on vinifie séparément, on arrive à être précis. Quand on est obligé, comme ils étaient obligés de le faire jusqu'en 2018, à mettre dans la même cuve 2, voire même 3 secteurs, on n'arrive pas à distinguer. Or, chaque secteur aurait déjà voulu être peut-être vendangé à une date différente, à des points de maturité différents, des extractions différentes. Les qualités de tanin ne sont pas les mêmes. Si on voulait gagner en précision et mieux comprendre qu'est-ce qui pouvait rentrer en grand cru, il fallait séparer tous ces lots, pouvoir les vinifier séparément. Sachant important de préciser, il y a 3 vins qui sont produits aussi au clotard. Voilà. Le Grand Cru, le premier cru, la Forge de Tare et le Moret Saint-Denis Village. Donc j'imagine que ça allait aussi dans le sens de... Tout à fait. C'était le but, justement, c'était de comprendre, de gagner en précision, même par effet domino dans les choix d'assemblage. Parce qu'on comprenait si un secteur était digne, entre guillemets, ça me fait un peu sourire, mais, du Grand Cru, ou si il ne l'était pas encore du fait de l'âge jeune de la plantation, qui n'avait pas encore donc suffisamment de complexité pour pouvoir rentrer dans l'assemblage du Grand Cru, qui devait être un produit absolument d'excellence. Donc effectivement, de pouvoir séparer toutes ces cuves nous ont permis non seulement, encore une fois, d'être précis en vinification, mais aussi d'être très précis et strict en termes de choix d'assemblage pour comprendre quelle cuvée rentrait en Grand Cru, quelle cuvée en premier cru, et parfois, quand elle était très jeune, je pense au secteur Cabot, qui était replanté en 2018, faire partie, momentanément bien sûr, de la cuvée Village. Je précise pour nos éditeurs qu'évidemment, il y a eu des petits noms qui ont été donnés à chacun des sous-secteurs, comme tu évoquais effectivement, le nom parce qu'avant, Cabot. il y avait, on va dire que le grand rectangle du clotard était découpé en 3 bandes. Une bande nord, une bande du milieu et une bande sud. Et ces 3 bandes étaient coupées dans leur milieu. Donc, ce qui venait à créer 6 macro-secteurs. On est passé de 6 macro-secteurs à 16 sous-secteurs, microclimats. Donc, effectivement, il y a eu la volonté de vouloir donner quand même des noms à ces secteurs. Donc, Cabot, que je viens de citer, bien entendu, au lieu d'avoir que des numéros. Voilà, bien sûr. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots aussi sur le travail qui a été fait sur l'approche de la vinification en vendange entière ? Oui. Alors, une des études que j'ai voulu lancer d'ailleurs avec l'Université de Bordeaux, avec Axel Marchal, d'ailleurs, qui s'était déjà occupé de ce genre de sujet, c'était de comprendre, d'identifier quelle aurait été idéalement une fourchette idéale de pourcentage de vendange entière selon le millésime et pour chacun des secteurs. Alors donc on a pu, sur 4 ans, donc de 2019 à 2022 inclus, étudier les effets de la vendange entière à certains pourcentages. Et au bout de 4 ans, parce qu'il fallait quand même qu'il y ait une confirmation de toutes ces données d'une année sur l'autre, il fallait vérifier que ces données, la variabilité de ces données en fonction du type de millésime, parce que ce qui pouvait être vrai en millésime chaud comme pourcentage pouvait être différent en millésime froid. Il fallait le prouver, il fallait qu'on en ait la certitude, et c'est ce qui a été fait. Donc au bout de 4 ans, on a pu effectivement identifier des pourcentages qui vont de, en gros, 35% de vendange entière à jusqu'à maximum 65% de vendange entière, selon le secteur, selon son âge, selon la capacité
et la qualité du matériel végétal a supporté, plus ou moins bien d'ailleurs, la vendange entière. On a souvent des vins 80%, 100% même de vendange entière. Et ce sont de très beaux vins d'ailleurs. Mais dans quelle mesure on va sentir plus la vendange entière que l'expression du terroir? Or, pour moi en tout cas, la priorité, ce qui est primordial, c'est de maintenir l'expression du terroir, la typicité d'un terroir. Un vin doit avoir le faciès de son terroir, pas de la vendange entière. La vendange entière doit venir en soutien. Donc, d'où la nécessité justement de goûter, donc de croiser des données, tous les échantillons qui étaient multiples, qu'on a dû envoyer étudier en laboratoire, avec des dégustations. Ce qui donne aujourd'hui, globalement, un résultat moyen sur le Grand Cru de 50% de vendange entière, un peu moins sur la Forge de Tarbes premier cru, entre 20 et 25, et 0% sur Village. C'est des vignes trop jeunes pour pouvoir supporter, et surtout pour que la rafle apporte vraiment quelque chose d'intéressant. Voilà. Est-ce que tu pourrais peut-être nous dire quelques mots aussi sur les travaux de rénovation, outre ce que tu as déjà évoqué au service de cette approche micro-parcellaire et donc le cuvier avec ses cuves bois. Il y a un certain nombre d'autres décisions qui ont été prises au moment de décider de rénover le site. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors déjà, donc la priorité, c'était tout de suite, la plus importante, c'était vraiment d'avancer rapidement, efficacement sur l'outil de travail, qui pour nous était fondamental, donc la cuverie, qui était heureusement prête, parce que les travaux ont commencé en mars réellement, en février-mars 2019, pour pouvoir avoir cette extension, donc de passer de 8 cuves à 15, il fallait plus d'espace. Or, l'espace qu'on connaît aujourd'hui était en réalité coupé en deux. Il y avait un mur en plein milieu. Pour ceux qui sont venus visiter, ils le comprendront vite. Et pourquoi? Simplement parce que derrière ce mur était logé un des millésimes en élevage. Donc les deux millésimes ne pouvaient pas, ne rentraient pas dans les caves côte à côte. Pour une raison assez simple aussi, c'est que dans cet espace de chez Abarric, dans une des voûtes, se tenaient les dégustations. Donc l'idée était de changer, effectivement, de modifier cette approche. Donc aujourd'hui, on a une salle de dégustation, toujours dans les anciens bâtiments, magnifiques d'ailleurs, mais qui donne sur la vigne. Je reviendrai dessus. Donc ça nous a permis de récupérer cette deuxième voûte dans les chais, à Barrique, donc dans les caves, de pouvoir par conséquent loger nos deux millésimes côte à côte en même temps dans nos caves, dans des conditions naturelles. Donc on a deux caves voûtées, juxtaposées l'une sur l'autre, ce qui est assez rare en Bourgogne. Et quand on rentre dans cette enveloppe de roches magnifique qui a dû être compliquée d'ailleurs à réaliser à l'époque, mais qui donne tout le charme de cet endroit, la force de cet endroit. Et donc ça, c'est un premier point. Donc on a dû aussi revoir le chai à barrique, revoir les stockages bouteilles dans cette deuxième cave qui est à 12 mètres de profondeur, et du coup délocaliser la partie dégustation dans les bâtiments d'en face, qui sont à l'étage, dans un magnifique salon avec la vue dans le clos. Donc, quand on déguste du Clotard aujourd'hui... On déguste le Clotard et la vue. Le Clotard et la vue du Clotard, effectivement. On va parler un peu du futur. Oui. Fort de cette histoire presque millénaire, comment vois-tu le futur du Clotard? Quels sont les grands défis à venir? Aujourd'hui, tu te dis, en tant que directeur du domaine, nous aurons réussi si, et je te laisse finir la phrase. Nous aurons réussi si on arrivera à préserver la typicité et l'identité d'un terroir. C'est ça le challenge, surtout dans des moments de changement climatique important. Donc changer pour ne rien changer. Il faut s'adapter pour que rien ne change et pour que l'identité reste la même. Je voudrais que dans le temps, un consommateur qui a adoré le Clotard en buvant des 2000 puisse toujours le dire en 2030, 2040 ou 2050. Donc le but, c'est de préserver cette typicité, cette identité.
Et pour ce faire, il faut commencer à raisonner les changements climatiques, l'impact qu'ils peuvent avoir sur le pinot noir, et déjà de commencer à sauvegarder le pinot noir, justement. Donc aujourd'hui, je pense qu'un des leviers, à mon avis, très important, le levier, pour moi, primordial, c'est d'identifier, il y a beaucoup de travaux qui sont déjà en cours à ce sujet, un matériel végétal qui soit adapté. Les débourrements plus tardifs, probablement, et surtout, justement, avoir des moments de la maturité, la phase de maturité qui suit la véraison, un peu plus tardive. Non pas au mois d'août, où on peut avoir des effets canicules, de la chaleur, et on sait bien que le pinot noir est, entre autres, un cépage quand même assez sensible, plus que d'autres d'ailleurs, à ce niveau-là. On peut avoir des pertes de couleur quand il fait trop chaud. Les anthocyanes, déjà, sont moins nombreux dans un pinot noir que dans un cabernet sauvignon. Il faut savoir sauvegarder ça au niveau aromatique. On sait bien que les grosses chaleurs peuvent engendrer des modifications moléculaires, des terpènes qui se dégradent par voie enzymatique ou oxydative à cause de la chaleur, et on perd la typicité du cépage. Donc si on veut garder la typicité, l'identité du terroir, encore faut-il préserver les caractéristiques du pinot noir. Pas qu'on ait l'impression de vinifier ou de déguster un cépage différent que le pinot noir. Donc ça pourrait être de toute façon intéressant, mais on perd s'adapter pour grande, conserver le goût de l'exception. La grande finesse aromatique du pinot noir, j'aimerais pouvoir la préserver dans le temps au profit de tout le monde, en tout cas au Clotard. La finalité des grands vins, c'est aussi bien sûr d'être dégusté et idéalement de délivrer des émotions. Aujourd'hui, on va parler de ton premier millésime, le Clotard 2019. Si tu avais quelques conseils de dégustation, contexte de dégustation, préparation, peut-être quelques accords mets et vins, et si tu as des souvenirs particuliers liés à ce millésime 2019 à nous partager. Alors, j'ai un souvenir marquant du 2019 parce que déjà, c'est mon premier millésime. Pour moi, c'est mon arrivée au Clotard. Donc, j'ai bien en tête toute l'émotion et l'excitation que ce millésime m'a procuré. C'est un grand millésime Clotard à part en Bourgogne, ça il faut le dire. Donc, j'ai eu la chance de commencer par un très grand millésime en Bourgogne. Il faut avoir de la chance de temps en temps. C'est un vin que j'aime beaucoup parce qu'il y a un équilibre. C'est un vin globalement solaire, pas aussi solaire que d'autres millésimes qu'en 2020 ou même 2022, donc il maintient quand même une belle fraîcheur. C'est un rubis carmin intense, magnifique. Il y a beaucoup en 19, j'aime beaucoup la complexité aromatique. Là, on a du fruit rouge, on a du fruit noir, on a les notes florales qui sont là. Pétales de rose, violette, les notes épicées sont là. Donc pour moi, c'est vraiment un très beau, très grand Clotard. Et j'aime beaucoup la matière. Il y a un côté très soyeux dans le 19, très sensuel. Donc et le tanin est là, mais donc il est présent, mais c'est un grain que j'aime beaucoup, qui griffe un peu, mais très noble. Et qui donc promet d'être un vin de garde encore longtemps. Mais j'aime le côté, voilà, si je devais avoir en tête un mot, c'est un vin très sensuel. Moi, je trouve que c'est la sensualité qui caractérise ce millésime 19, en tout cas pour le Clotard. Donc, alors, oui, avec quel plat je peux l'imaginer? Je le vois justement parce qu'il est très soyeux. À quelle température déjà, peut-être pour nos... Température, moi, j'aime bien les boire quand même, les pinots noirs, pas trop chauds, plutôt frais. Donc, moi, je vais sortir de cave à 15 degrés pour l'avoir à 16, maximum 17, maximum. Est-ce que tu le 16 dans le verre, ça serait l'idéal. Voilà. Tu le caraferais? Aujourd'hui, oui, je le caraferais. C'est encore jeune, pour qu'il s'ouvre un petit peu, absolument. Pas énormément, 3/4 d'heure, 1 heure maximum à l'avance, ça irait très bien. Aujourd'hui, ça reste encore un vin très jeune, c'est un vin de garde. Et donc, il faut l'aider, si on veut l'ouvrir maintenant, à s'ouvrir un peu plus rapidement. Voilà. Et en termes de congruence, il y a un mets qui te vient? J'en ai deux qui me plaisent. C'est une viande. Je verrais ça, parce que alors, j'aime le côté soyeux du 19 et qui irait bien avec quelque chose de crémeux, justement. Je pensais à
une volaille de Bresse sauce mori, je le verrai bien dessus, ou, parce que j'ai mes origines italiennes, un risotto au cèpe, bien crémeux, onctueux. Donc l'onctueux du risotto avec la sensualité du clotard, et les tanins qui sont là, je pense que ça ferait un beau tandem en tout cas. Merci beaucoup Alessandro, ce sera le mot de la fin. Derrière chaque vin d'exception, il y a toujours une histoire. Merci d'avoir partagé ton histoire et celle du Clos de Tart. Vous venez d'écouter C'est notre domaine. Je vous donne rendez-vous très vite pour découvrir un autre domaine d'exception, Artémis Domaine. À très vite pour un nouvel épisode, C'est notre domaine. Merci à toi, Jérémy.